Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Nous tenons cette rencontre en présence de Madame le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de Monsieur le ministre de la Défense nationale. Cette rencontre avec la presse a lieu dans un contexte politique marqué par l'attente des résultats définitifs qui vont être communiqués par la Cour constitutionnelle après examen du contentieux électoral introduit, comme vous le savez, par l'opposition en contestation de la victoire de Ali Bongo Ondimba, victoire annoncée par le ministre de l'Intérieur à la demande de la Sénat suite à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Et dans ce contexte d'attente, il nous faut rappeler que l'annonce des résultats provisoires a été marquée par des violences annoncées, violences programmées, violences exécutées et mises en œuvre selon un plan déterminé, sur lequel nous avons largement communiqué. Et il nous faut rappeler que malgré les appels au calme, à la tempérance, à la pondération, venant à la fois de la communauté internationale et d'un certain nombre d'acteurs au niveau national, un certain nombre de voix continuent à s'élever, venant principalement de l'opposition, pour indiquer que l'annonce des résultats attendus par la Cour constitutionnelle, si cette annonce venait à proclamer l'opposition battue à cette élection, donnerait lieu à de nouvelles violences. Conscient de la responsabilité qui est la sienne devant la nation, de préserver en tout temps, en tout lieu, la paix, la concorde, l'unité de la nation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a de nouveau formulé hier un appel au dialogue. Il nous faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il formule cet appel. Dès l'annonce de sa victoire, il a indiqué que le score serré montrait une volonté des Gabonais d'envoyer un message et qu'il entendait décrypter le message de ce scrutin. Et décrypter ce message signifiait faire en sorte que les Gabonaises et les Gabonais se retrouvent dans les institutions qui vont être mises en place. Il a fait une seconde intervention pour rappeler la nécessité de discuter et de s'ouvrir. Et hier, le chef de l'État a confirmé sa volonté de discuter, de dialoguer avec tous les acteurs, y compris avec M. Jean Ping, si tant est que ce dernier acceptait de discuter. Voilà le contexte dans lequel se tient cette conférence de presse. Mais cette conférence de presse se tient également dans un contexte où, à l'évidence, un certain nombre d'éléments indiquent que de nouvelles violences sont en préparation. Et par rapport à cela, le ministre de l'Intérieur, tout comme le ministre de la Défense, prendront la parole pour indiquer un certain nombre de dispositions prises par le gouvernement pour éviter que notre pays connaisse de nouvelles flambées de violence. Je voudrais terminer par un rappel des propos du chef de l'État il y a quelques jours à Ovendo, suite à l'issue de la cérémonie d'hommage rendue au jeune policier qui a été tué froidement par des individus embusqués au prétexte d'une revendication politique. Lorsqu'un Gabonais tombe, c'est un drame. Lorsqu'il y en a plusieurs, c'est une catastrophe.
Et nous devons tout faire pour éviter à notre pays de nouvelles violences et pire encore, de nouveaux décès, de nouveaux drames, de nouveaux délits. C'est le contexte dans lequel ce appel de dialogue est lancé. Merci de votre attention et je souhaiterais donner la parole directement au ministre de l'Intérieur, sauf si vous pensez qu'on peut commencer par les questions et il répondra directement. Monsieur le ministre, après votre intervention. Oui, je voudrais rappeler à mon tour qu'à la suite de l'annonce des résultats de l'élection du 27 août dernier, des actes de violence et de barbarie se sont donc déroulés non seulement à Libreville, dans la province de l'Estuaire, mais également à l'intérieur du pays, notamment dans plusieurs, non seulement capitales provinciales, mais également dans certains chefs-lieux de département. Ces actes de violence et de barbarie qui ont secoué considérablement notre nation éprise de paix et de liberté, ont également vu le saccage, l'incendie de certains édifices publics, dont d'ailleurs le palais Léonda, palais du peuple, Assemblée nationale, donc de notre pays. Selon les jours, il était question également de prendre d'assaut la maison de la radio gabonaise, la RTG, de brûler le Sénat, d'incendier l'hôtel de ville, toutes choses qui visaient en définitive à détruire les institutions de la République avec pour finalité la déstabilisation complète des institutions républicaines. En d'autres termes, en d'autres lieux, on aurait pu penser que ces actes organisés, bien organisés, on peut donc penser ou voir qu'il s'agit là pas mieux que l'organisation, même si la phrase peut paraître violente, mais de ce que moi je vais qualifier presque d'un coup d'État institutionnel, parce qu'il s'agissait bien de ça. Je veux dire que la stratégie qui a été déployée a été pensée, mûrie, réfléchie, et ne cadre pas avec les habitudes non seulement de démocratie, de son exercice dans notre pays, parce que ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections au Gabon. Nous avons coutume de le faire depuis l'avènement du multipartisme à nouveau après les années 90. Mais cette fois-ci, on a vu qu'il s'agissait véritablement d'actes organisés visant à tout prix, par quelque moyen que ce soit, à mettre le Gabon, effectivement, à feu ou à sang pour des objectifs beaucoup plus personnels que d'ordre démocratique. Aujourd'hui, comme disait tout à l'heure le ministre de la Communication, nous entendons bien les voix, ces mêmes voix de certains compatriotes, s'élever et dire que si jamais il n'était pas proclamé élu par la Cour constitutionnelle, ben, ils vont faire répéter à nouveau ces agissements. Si on avait pu douter que ces événements avaient été commandités, je crois qu'avec l'appel au désordre et à la violence manifesté par certains de nos compatriotes, cela pourrait apparaître comme une preuve que ces mêmes personnes ont effectivement agi dans les premiers événements, puisque là, ils le disent de façon encore ouverte. Le point est simple qu'ils avaient en place. C'est un plan qui est en marche depuis quelques mois, voire un peu plus d'un an. Il y a chez nous un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Je ne veux pas tout dire. C'est un plan que je vais tenter de résumer en 3 étapes simples. La première étape, c'est l'étape de la défection, parce qu'il s'agissait de faire défection à donner des gens au cours du président de la République
à quelque niveau que ce soit au Parlement, que ce soit dans la haute fonction publique ou à tout poste de responsabilité, donc à se séparer du pouvoir. C'est comme ça qu'on a pu observer certaines démissions qui ont commencé à se passer ici et là, que ce soit au niveau du Parti démocratique gabonais, parti du président de la République, que ce soit au niveau de l'Assemblée, et ainsi de suite. C'est vraiment la première étape, c'est la défection. Donc il fallait organiser la défection pour décrédibiliser en vérité le système avant que nous réalisions l'élection présidentielle. Le deuxième point, c'est celui d'amener le Gabon à l'asphyxie économique. Asphyxie économique, parce que nous allons détruire les commerces, nous allons ralentir considérablement le fonctionnement de l'économie de l'État, que nous allons amener presque au bord de la déroute, au bord de la faillite. Et nous allons également, par la même occasion, créer le trouble, le doute à l'intérieur des Gabonais, pour qu'éventuellement il s'opère un ensemble d'actions par ces mêmes populations. Et le troisième palier, c'est évidemment l'assaut final, je vais appeler ça comme ça, l'assaut final à l'annonce des résultats avec une marée humaine pour la déstabilisation définitive donc, des symboles du pouvoir. Trois étapes qui sont bien documentées, chacune de ces étapes-là est suffisamment documentée pour que nous puissions en parler librement. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'éléments qui font apparaître donc, des éléments matériels probants, documentés, qui attestent effectivement d'une violence planifiée, que cette violence est également coordonnée et mettant en œuvre également des moyens humains, des moyens financiers et des moyens matériels pour arriver à ce qui est souhaité par certains de nos compatriotes. Je voudrais dire pour rappel que nous avons communiqué au début du mois de septembre, le 1er et le 2 septembre, pour rappeler à toutes les utiles que ceux-là qui commettent de tels actes, ou ceux-là qui les commanditent, qu'ils soient donc responsables politiques, de partis politiques ou autres, devront impérativement, de toutes les façons, répondre à un moment ou à l'autre devant donc la loi, parce que comme je le dis, nul ne peut l'ignorer et nul ne peut se placer au-dessus de la loi, car le statut politique d'homme politique que nous avons tous ne nous confère pas une immunité particulière pour engager des actes de déstabilisation ou de semer le trouble ou la panique au sein des populations. En ce moment, il se tient un ensemble de réunions dans des QG politiques, principalement les QG politiques. Des réunions presque quotidiennes qui s'organisent et où des cellules dites de coordination sont mises en place. Cellules de coordination au niveau de Libreville, mais aussi dans l'intérieur du pays, l'Ambaréné, au Yémen, par exemple, un peu partout à l'intérieur du pays. Ces cellules ont pour but simple, celle d'organiser les petits groupes de guérillas à l'intérieur de la ville, pour commettre la préparation donc, des résultats par la Cour constitutionnelle. Si certains compatriotes ne sont pas proclamés élus, mais il y a qui se libèrent pour semer encore le désordre dans la ville. Pour atteindre ces objectifs-là, nous savions que certains compatriotes, d'ailleurs vivant à l'étranger, notamment en France, sont arrivés au Gabon il n'y a pas très longtemps. Évidemment, ils sont identifiés, ils sont localisés. C'est pour ça que j'en parle de façon ouverte. Certains étudiants ont été amenés de l'Université des sciences de Massoukou, depuis Franceville sur Libreville, certainement à des fins que nous connaissent, mais que nous avons identifiés, pour la fabrication de l'ensemble d'outils ou de manière devant servir à la violence qui va être organisée. Nous avons également vérifié à l'intérieur de certains magasins un ensemble d'éléments qui, étrangement, sont achetés en surordonnance. Ça peut être banal, hein? Ça peut être simplement des coûts. Pourquoi tout dans les coûts? Les services du BTP achètent autant de pointe. Pourquoi tout d'un coup, les Gabonais sont-ils intéressés par le domaine des insecticides, par exemple? Pourquoi tout d'un coup,
nous observons dans certains quartiers de Libreville et dans certaines zones l'accumulation de pots usagés qui sont proposés. Pourquoi tout d'un coup s'intéresse-t-on à la fabrication ou à la subtilisation d'essence et ainsi de suite, si ce n'est pour la fabrication de certains types de produits qui peuvent être utilisés. Donc voici un peu ce qui se trame, ce qui s'organise tous les jours dans un ensemble de QG politiques. Et dans ces QG-là, des cibles également ont été déjà établies. Cette fois-ci, c'est vrai qu'on visera toujours les commerces. Cette fois-ci, il viserait également les établissements scolaires. Cette fois-ci, évidemment, les supermarchés sont toujours à l'ordre du jour. Cette fois-ci, il s'agit également de toucher au taxi pour limiter donc la mobilité des populations. Cette fois-ci, il s'agit d'un ensemble d'éléments comme cela qui sont véritablement planifiés. J'en parle de détail pour que chacun de nous sache que nous savons ce qui se trame, que nous mettons tout en œuvre pour que cela, évidemment, ne se passe pas et pour que les populations gabonaises, qu'elles soient de Libreville, de l'estuaire, de l'intérieur du pays, sachent que nous sommes en train et nous avons commencé à le faire, et ils le savent, de démanteler un peu tout ce réseau. Un réseau au sein duquel certaines personnes se sont d'ailleurs dotées des mots d'action sur le terrain. Nous avons des mots de code, nous avons des jaguars qui disent que nous sommes mots de passe jaguar. Nous avons certains qui sont appelés des chefs de guerre comme mots de passe. Mais ceux qui m'entendent parler, qui m'entendront parler, comprendront par un ensemble d'éléments que j'ai donnés, peut-être que vous, la presse, vous n'avez pas saisi, que les éléments que nous donnons sont des éléments qui sont probants, qui sont clairs. Maintenant, les forces de défense et de sécurité prennent leurs dispositions pour maintenir l'ordre public, pour la protection des biens et des personnes. Et cela se fera dans le strict respect de la légalité. Ce sont les instructions que les plus hautes autorités de ce pays nous ont données. À titre principal, le président de la République, chef de l'État, qui nous a donné l'instruction pour que le maintien de l'ordre se fasse, comme nous l'avons toujours fait au Gabon, une application stricte des dispositions légales et réglementaires. Je voudrais tout de même dire que le ministre de la Communication faisait ressortir tout à l'heure qu'hier nous avons pris part à une cérémonie tout à fait pathétique. Pathétique, où un jeune homme, policier, dans l'exercice de ses fonctions, dans une simple patrouille, a perdu la vie. Il a tiré dessus au calibre 12. Il est mort. Et ce genre de situation ne peut pas se répéter. Ça veut dire que chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, prendra ses responsabilités. Et je peux vous assurer que pour ce qui me concerne, je prendrai les miennes en tant que ministre de l'Intérieur, chargé évidemment, entre autres, du maintien de l'ordre public, de la protection des biens et des personnes. Et que c'est utile que chacun de nous sache que dans les jours qui vont suivre, nous restions très vigilants. Très vigilants, que nous évitions des attroupements de quelque nature qu'on soit, que ce soit des attroupements qui paraissent armés, que ce soit des attroupements qui paraissent non armés. Il est bon que pendant les jours qui vont suivre, nous puissions continuer à bénéficier de cette quiétude et de cette paix. Et que tous ceux-là qui voudraient s'engager sur des voies qui ne sont ni légales ni réglementaires, sachent qu'ils ne feront face qu'à un seul élément, c'est celui de la stricte application donc de la loi. Et cette loi, personne ne peut ne pas la connaître, personne ne peut ne pas l'appliquer. Je ne peux pas croire qu'au seul motif que nous soyons des hommes et des femmes politiques, on puisse de façon ouverte, de
façon presque scandaleuse, inviter à la destruction, inviter à la mise en œuvre d'une politique visant à créer la peur au sein des populations. Ceux-là qui aujourd'hui le font, qu'ils sachent qu'ils ne sont que des justiciables, qu'ils ne sont que des justiciables, et que nous ne soyons pas étonnés que nous prenions les dispositions qui s'imposent pour nous assurer que ces personnes-là soient mises, mais véritablement hors d'état de nuire. Ça veut dire que si les instructions données continuent à être données, et si jamais nous constatons d'une manière ou d'une autre que ces donneurs d'instructions sont effectivement avérés, nous ferons en sorte, nous ferons vraiment en sorte pour que ces personnes répondent réellement de leurs actions. Je voudrais que cela soit clair, je voudrais que cela soit connu, et je voudrais dire qu'il n'est pas question qu'un seul Gabonais, fût-il un civil, qu'un seul Gabonais, fût-il un élément de force de défense et de sécurité, tombe à nouveau. Ce n'est pas acceptable. Déjà, nous sommes encore sous le coup du choc, du deuil et de la tristesse, et que ceux-là qui pensent qu'ils peuvent faire encore plus que ça, mais véritablement qu'ils le sachent, que ce ne sera pas acceptable. Voilà les quelques éléments que je voulais donner en rassurant les compatriotes gabonais sur l'étendue du territoire de continuer à vaquer à leurs occupations dans la paix, dans la quiétude, en sachant que l'État a ses devoirs qui sont régaliens et que nous faisons tout pour que la paix, la sérénité continue donc à exister au sein de la République. Je vous remercie. Bien, nous allons proposer le ministre. Voilà, vous aurez droit pour une fois à la parole. Vous avez constaté que jusqu'à ce jour, le ministre de la Défense n'a rien dit. Jusqu'à ce jour, je n'ai rien dit parce que de nature, je ne suis pas volubile et parce que la fonction qui m'est confiée n'a pas vocation à parler mais à agir. Nous n'avons pas parlé jusqu'à présent parce que nous étions jusque-là dans un processus démocratique que nous jugions normal. Une élection qui commence par une campagne électorale, le processus d'élection lui-même, le processus contentieux qui doit suivre et qui doit se clôturer par le rendu de la Cour constitutionnelle. Dans ce processus, en temps normal, le ministère de la Défense n'a rien à dire. Mais nous constatons aujourd'hui que ce processus démocratique tend à se transformer en processus insurrectionnel militaire. Et dans ces conditions, nous devons rentrer en œuvre et agir. Nous devons agir parce que ces enfants à qui on apprend à fabriquer des objets explosifs, une fois qu'ils auront appris à fabriquer des objets explosifs, ils vont s'en servir aujourd'hui, demain ou après-demain si on ne les arrête pas. Nous allons devoir agir parce que le pays doit rester démocratique avec les institutions choisies par le peuple, avec les dispositions constitutionnelles couramment admises. Je ne voudrais pas insister, je voudrais simplement dire qu'il y a manifestement une organisation militaire qui se met en place pour tenter de déstabiliser les institutions démocratiquement choisies. Et les forces de défense et de sécurité ont pour mission de garantir la paix et la sécurité sur l'étendue du territoire. Je voudrais à nouveau inviter les politiciens à respecter les voies démocratiques, à respecter le processus démocratique, à respecter les forces de sécurité et de défense. Parce que depuis un bon bout de temps,
des feuilles de chou, passe le temps à inventer des articles désobligeants vis-à-vis des forces de sécurité. Je voudrais enfin rappeler que le Gabon est un État démocratique, que le Gabon a des institutions qui ont été démocratiquement choisies et que le rôle des forces de défense, c'est de faire assurer en tout lieu, en toutes circonstances, la paix, la sécurité pour que chacun vaque à ses occupations. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. En réalité, je n'aurai pas grand-chose à dire. Je veux juste rappeler que je suis ici en ma qualité de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et je veux rappeler que le ministre de la Justice a la gestion de l'administration judiciaire, mais le ministre de la Justice n'a pas une fonction juridictionnelle. Cependant, le ministre de la Justice a sous son autorité les parquets qui mettent en marche les procédures pénales. Je veux rappeler que la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Nous savons ce que cela implique, le trouble à l'ordre public. Nous savons ce que cela entraîne quand il y a des pillages. Nous savons ce que cela implique, ce que cela entraîne en matière de falsification. Donc je veux juste rappeler que le ministère de la Justice, qui a sous son autorité le parquet, mettra tout en œuvre pour que les dispositions légales soient respectées. Je veux rappeler que le ministère de la Justice, par l'intermédiaire du parquet, engage des procédures sur la base des enquêtes faites par les services de gendarmerie et de police. Et nous mettrons tout en œuvre pour faire aboutir certaines procédures. Vous avez suivi l'intervention de M. le procureur de la République qui a fait en quelque sorte un bilan de toutes les arrestations, un bilan des personnes qui avaient été interpellées lors des premiers événements. C'est ça notre rôle, enclencher les procédures, et c'est ce qui a été fait. Il vous a rappelé le nombre de personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt. Il vous a indiqué le nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une instruction. Il vous a rappelé le nombre de personnes qui ont fait l'objet d'un rappel à loi, parce que là aussi, c'est l'une des prérogatives du parquet. Donc je veux tout simplement dire que pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne le ministère de la Justice, pour ce qui concerne le ministère de la Justice, qui a sous sa gestion le parquet, qui enclenche les procédures, nous ferons respecter la loi, nous ferons respecter les dispositions légales, conformément à ce qui nous sera transmis par les autorités, par les services de la gendarmerie, par les services de police. Mais nous voulons tout simplement rappeler aux uns et aux autres que la loi pénale est d'interprétation stricte et elle doit être respectée. L'association de malfaiteurs, le pillage, le trouble à l'ordre public, le trouble à la paix sont punis et nous enclencherons les procédures. Bien entendu, vous me direz que, parce que j'ai dit tout à l'heure que le ministre de la Justice n'a pas une fonction juridictionnelle, comme vous pouvez me rappeler également que le ministre de la Justice n'a pas autorité directe sur le juge du siège, mais je veux rappeler tout simplement que pour ce qui concerne le parquet, qui est sous l'autorité de l'administration du ministère de la Justice, nous engagerons, nous initierons, nous enclencherons toutes les procédures nécessaires conformément à ce qui nous sera transmis par les services de gendarmerie, par les services de la police, par les autres services de l'État ou par tout simplement des plaintes qui nous parviendront de la part des particuliers. Donc voilà pour ce qui nous concerne. Le reste, nous restons en fait nous intervenons en dernier ressort. La procédure commence par les deux à côté et lorsqu'ils viendront chez nous, nous lirons la loi et nous ferons une interprétation stricte de la loi et nous engagerons toutes les enquêtes, toutes les instructions qui seront nécessaires pour que la justice puisse être rendue au nom du peuple gabonais. Parce que c'est à ce moment que la justice est rendue et que ce peuple gabonais doit vivre dans la quiétude, doit vivre dans la paix. Et je rappelle que M. le Président de la République, son chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a déjà tendu la main. Il a déjà donné des instructions pour que le Gabonais se sente en sécurité, pour que plus jamais le Gabonais ne soit
ne soient victimes des manifestations. La paix est une valeur civilisatrice. Il faut justement que nous l'approprions et que chacun de nous fasse des efforts pour que la paix règne véritablement dans ce pays, parce que c'est seulement dans ces conditions que nous pouvons évoluer, que le Gabon peut se développer. Je vous remercie. En deux questions. Madame la ministre, je suis Douglas Ntutum, journaliste Africa 24. Alors, vous avez dit, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur, vous avez dit qu'un important dispositif sécuritaire sera mis en place. La question est toute simple, est-ce qu'il y aura un couvre-feu du moins, est-ce que vous avez prévu un couvre-feu dans ce dispositif? Et la deuxième, est-ce qu'on peut connaître à peu près combien d'hommes seront sur le terrain? On va essayer de prendre... attendez, on prend 2-3 questions, comme ça on répond une bonne fois. Oui, monsieur, allez-y. Et il y a madame ici également. Allez-y. Equinox. Merci, monsieur le ministre. Eric Ouamo, Equinox Télévision. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, le diagnostic que vous avez présenté m'a semblé effroyable. Quelles sont, de manière concrète, les mesures que vous prendrez pour garantir la sécurité, car les Gabonais ont peur? Et puis, madame le ministre de la Justice, quand est-ce que la Cour constitutionnelle videra le dossier relatif au contentieux post-électoral? Merci. Madame. Oui, bonjour, Karine Franck de RFI. D'un côté, vous parlez de dialogue, de l'autre côté, une sévère mise en garde contre les politiciens, comme vous dites. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que Jean-Ping... est-ce que vous avez l'intention d'arrêter les leaders? À quel moment? Enfin, est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir? Et est-ce que ça peut aller jusque-là? On prend une dernière question. Oui, monsieur Bongom. Vous voyez, à force de vous recevoir tous les jours, je commence à tous vous connaître. Merci, monsieur le Et ministre. de l'Intérieur également. Merci, monsieur le ministre. Jérôme Wilfried de l'agence Reuters. Je voudrais savoir, hier, vous avez lu une déclaration où le président Ali Bongo appelle l'opposition gabonaise à un dialogue. Je voudrais savoir, le dialogue va parler de quoi exactement, dans quel cadre, et est-ce que vous avez une date précise? Parce que vous ne donnez pas exactement à partir de quand le président appelle au dialogue, et même si vous avez cité M. Ping, est-ce que le dialogue va seulement être avec tous les candidats à l'élection présidentielle, ou est-ce que ce sera un dialogue élargi à toute la classe politique gabonaise? Juste au passage, à quelles armes faites-vous référence? Parce que l'opposition s'en défend, bien sûr. Je voudrais répondre sur les questions politiques qui ont été posées. D'abord, la déclaration qui a été lue ne concerne pas que M. Jean-Ping. Elle concerne tous ceux qui ont été candidats à la dernière élection, c'est le premier palier. Mais ensuite, elle concerne l'ensemble de la classe politique gabonaise, parce qu'il faut bien discuter de nos institutions, de leur fonctionnement, de notre démocratie, de notre pays. Et donc ce dialogue, le chef de l'État l'avait annoncé bien avant l'élection. Il a réitéré à plusieurs reprises et il vient de le dire à nouveau. Quand est-ce que ça aura lieu? Dès l'instant où chacun aura répondu. Si les gens répondent aujourd'hui qu'ils sont prêts, on discute aujourd'hui. S'ils répondent demain, on discute demain. Mais encore une fois, l'appel à la discussion n'est pas ouvert à vitam aeternam. Et nous ne discuterons pas en dehors des règles de la République. Nous discuterons dans le respect de l'état de droit des règles de la République. Cela veut dire que la justice interviendra si les gens ont fonctionné en marge de la légalité. De devoir discuter ne signifie pas qu'on met entre parenthèses les institutions de la République et leur fonctionnement. Ce d'autant plus que personne aujourd'hui dans l'opposition n'est novice.
et que les lois qui existent aujourd'hui ont été pour la plupart initiées, adoptées, promulguées par eux. Que ce soit la Constitution de la République, que ce soit les différentes lois qui régissent les élections au Gabon, que ce soit les lois qui régissent aujourd'hui la vie en général dans notre pays, ils ont été partie prenante, donc ils ne peuvent pas ignorer les lois de la République. Le fait, madame, d'appeler au dialogue et de, en même temps, mettre en garde, mais parce que, un, il faut qu'ils sachent ce que nous savons. Deux, nous savons où ils sont. Nous savons qui ils sont. Nous savons ce qu'ils font. Et nous savons que certains leaders ont déjà mis leur famille en sécurité à l'étranger. Nous avons les numéros de vol, les numéros de siège, les destinations. Donc pendant que les enfants de petits Gabonais vont être appelés à aller dans la rue, éventuellement affronter les policiers et les gendarmes, leurs propres enfants ont été mis à l'abri en même temps que leurs épouses. Nous le savons. Mais encore une fois, peut-être le ministre de l'Intérieur, dans son langage diplomatique, ne l'a-t-il pas clairement indiqué. Mais puisque vous posez la question, nous n'avons pas aujourd'hui l'intention d'arrêter qui que ce soit. Mais dans le même temps, celui qui sortira de la légalité et qui se mettra en marge de cette légalité en répondra. Il me semble que les choses sont assez claires. Vous demandez quelles armes l'opposition s'en défend. Alors madame, le policier qui est mort, ce n'est pas un jet de pierre. Ce n'est pas un jet d'éponge qu'il a reçu. Ce sont des plombs de calibre 12 qu'il a reçus. On a tiré sur lui uniquement parce qu'il portait un uniforme de police. Rien d'autre. Un gendarme s'est fait tirer dessus. Commandant du GIGN. Il a pris une balle dans la cuisse. Ce n'est pas tout seul qui s'est tiré dessus. D'autres personnes ont été blessées par balle. Et il y en a qui sont morts. Les circonstances de ces décès seront révélées par les enquêtes. Donc, madame, des armes ont été utilisées au QG de M. Ping contre des forces qui sont intervenues. Ils peuvent s'en défendre, madame, mais alors lorsqu'ils prenaient le chaos, c'est avec quoi qu'il fera le chaos? Avec de l'éponge? Avec des pistolets à eau? Le chaos qu'il promet, c'est avec quoi? Et vous allez observer que, malgré les appels réitérés de la communauté internationale, M. Jean-Ping n'a jamais condamné les violences. Ni lui-même, ni ceux qui le soutiennent. Ils n'ont jamais condamné les violences. Ils ont estimé que le peuple gabonais avait le droit de revendiquer sa victoire. Mais alors, ce peuple gabonais, est-ce que ce sont les voyous qui ont été arrêtés? Est-ce que ce sont ces gens auprès de qui on a découvert des uniformes de police ou de militaires? Est-ce que ce sont ces gens qui préparent des cocktails Molotov? C'est ça le peuple gabonais. Qu'est-ce qu'on appelle une arme, madame? Un cocktail Molotov est une arme. Une machette est une arme. Mais dès l'instant où ça peut porter la mort, il y a des rassemblements armés, madame. Et nous attendons de M. Ping plus de responsabilité. De la part de quelqu'un qui a été aux responsabilités importantes au Gabon comme à l'étranger. Son attitude interroge lourdement. Et donc, oui, nous ne sommes pas aujourd'hui dans un état d'esprit tel que nous l'accepterions, M. Ping. Mais s'il franchissait la ligne rouge, oui, madame, il serait arrêté. Et cette ligne rouge, elle est connue. Un Gabonais qui tomberait, il en répondra. Parce qu'il est aujourd'hui le seul leader qui a indiqué publiquement que si la Cour, juridiction indépendante, voulue par les Gabonaises et les Gabonais depuis 1990, mise en place depuis 1991, et qui a toujours fonctionné dans notre pays, et qui est reconnue dans le monde entier comme un modèle, puisque la Cour constitutionnelle gabonaise est consultée régulièrement par d'autres juridictions de même nature, en Afrique comme en dehors de l'Afrique, et que cette haute juridiction de notre pays fasse l'objet d'une menace de la part des citoyens. Cela n'est pas acceptable. Cela n'est acceptable ni au Gabon, ni ailleurs. Oui, madame, s'il franchit la ligne rouge et qu'il envoie les Gabonais dans la rue, est-ce qu'il y a à nouveau des violences? Il en répondra. Personnellement. C'est la loi de l'État qui s'appliquera. Et il y a des menaces. On va incendier tel ou tel domicile. On va faire telle ou telle chose.
mais qui ne connaît pas le domicile de quelqu'un au Gabon? Les domiciles sont connus de tout le monde, les nôtres aussi. Donc attention à celui qui pense mettre le feu, peut-être que le feu peut arriver chez lui également. Donc il faut que tout ceci soit clair. Le chef de l'État tient à ce que notre pays demeure un pays de paix, un pays de quiétude, mais nous ne souhaitons pas que les Gabonais vivent dans la peur. Il a dit qu'il mettrait les Gabonais à l'abri de la peur et du besoin. Et chacun peut constater aujourd'hui que son action première a été de couvrir la peur chez les Gabonais et d'ouvrir chez eux le besoin de se calfeutrer. Et donc, il dit une chose, mais c'est le contraire qu'il faut entendre. Qu'il vienne discuter et qu'il condamne les violences, et on verra pour la suite. Merci. Merci. Je veux juste faire une petite inclusion dans la question qui a été posée tout à l'heure, à laquelle M. le ministre a répondu sur les armes, pour demander tout simplement, peut-être à Madame, de poser une question simple à M. Ping. Il promet le chaos, il promet de tuer, il promet de ne pas reconnaître les résultats qui sortiront de la Cour constitutionnelle si jamais il n'est pas déclaré élu. Mais alors, je pense que la question simple qu'on devrait lui poser, c'est celle de savoir avec quoi compte-t-il le faire. Et quand le faire avec des fleurs, avec des roses, je ne pense pas. Donc forcément, quelque part, on doit bien trouver des armes, et c'est ce qui a été dénoncé tout à l'heure. Je pense que c'est bien de poser des questions ici, mais ce serait bien aussi, quand on est en face de M. Ping, qu'on lui pose ces mêmes questions, qu'on lui demande, Monsieur Ping, comment comptez-vous mettre le chaos? Parce qu'on ne peut mettre le chaos qu'avec des armes. Je voulais juste faire cette petite parenthèse que je referme rapidement pour répondre à la question qui a été posée sur la Cour constitutionnelle. Pour dire simplement que la Cour constitutionnelle n'est pas responsabilité sous l'autorité du ministère de la Justice. La Cour constitutionnelle est une institution constitutionnelle, comme son nom l'indique, et nous n'avons pas du tout la gestion de la Cour constitutionnelle, mais connaissant la loi. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes censés ignorer la loi. Nous savons parfaitement que la Cour, selon la loi, a 15 jours pour statuer. Donc, quand nous faisons la computation de ces 15 jours, la computation que n'importe quel individu peut faire à partir de la date à laquelle le recours a été fait, on se dit, c'est certainement le 23. 15 jours, c'est un calcul juste mathématique. Donc, il faut dire à quand la décision, je ne peux pas vous le dire, mais moi je m'en tiens tout simplement à la loi, et la loi donne 15 jours à la Cour constitutionnelle, et je rappelle que la Cour constitutionnelle n'est pas sous l'autorité du ministère de la Justice, c'est une institution. Voilà ce que je peux dire sur la question, et j'espère que j'ai répondu. Je vous remercie. Tout à l'heure, vous êtes interrogé sur un important dispositif qui serait mis en place ou pas. Y aurait-il un couvre-feu? Combien d'hommes seraient mis sur le terrain pour cette opération-là? Il y a un dispositif effectivement qui est mis en place. C'est un dispositif légèrement renforcé pour que nous ne soyons pas inattentifs à ce qui se dit et pour que nous puissions également répondre à la préoccupation des Gabonaises et des Gabonaises sur la question de leur sécurité. Parce qu'il s'agit d'abord de ça, sécurité des Gabonais et de toute personne résidant au Gabon. Donc, faire comprendre également donc, à tous ces compatriotes et à tous ces amis du Gabon qui résident ici que nous entendons leurs préoccupations et leurs besoins de sécurité. Donc, nous avons besoin d'être présents et que ce soit visible. Et le cas échéant, si nous devons agir, nous allons effectivement agir pour mettre en œuvre les engagements qui sont d'ordre constitutionnel pris par le président de la République, chef de l'État. Maintenant, vous me parlez d'un couvre-feu. Vous n'avez pas donné les raisons pour lesquelles il y aurait un couvre-feu. Si vous pensez qu'il y a un couvre-feu, ça voudrait dire que dans votre esprit, vous pensez certainement que nous allons avoir des événements qui vont être tellement extraordinaires que ça va nous amener à mettre en place un couvre-feu. Bon. Nous avons vécu les événements le 31, le 1er, le 2. Nous n'avons pas eu de couvre-feu. Je ne sais pas pourquoi vous vous interrogez. Vous avez certainement beaucoup plus d'éléments, d'informations apparemment que nous.
pour que nous puissions l'instaurer, parce que les dispositions, les conditions de la mise en place d'un couvre-feu sont bien établies, elles sont les réglementaires, point 1, 2, 3 remplis, à partir de ce moment-là on fait un couvre-feu. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous dire demain, après-demain, on va mettre un couvre-feu, parce que bon, si on ne l'a pas mis le 31, le 1er, je ne sais pas pourquoi vous pensez que là, il faudrait le mettre. Vraiment, c'est une question que nous n'avons pas évoquée. Combien d'hommes? Il y aura suffisamment de monde pour que la paix et la stabilité règnent. Je ne vais pas vous dire qu'ils seront 10 ou 15 ou 20, mais il y aura suffisamment de monde. Suffisamment de monde. Visible et invisible. Ils seront effectivement présents. Ils seront là. Et ils sont déjà là. Il faut le dire. Puisque nous avons déjà commencé, et ça aussi, nos amis, parents, connaissances de l'opposition, parce que tout ça, c'est les parents. Ils savent que tous les jours, des fois, on fait des arrestations parmi eux. Ils le savent. Posez-leur la question quand vous êtes avec eux. Ils savent qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on emploie 10, 15, 20. Et lorsque vous posez la question des armes et d'autres éléments, ils savent que nous les avons, mesdames et messieurs de la presse. Ce que nous disons est documenté. C'est probant. Ils le savent. Que nous avons les éléments avec nous. Quelqu'un posait la question tout à l'heure de dire dialogue, mise en garde, les rouges. Ça me surprend surtout que ces questions-là viennent des personnes qui sont de presse occidentale. J'aime moi schématiser. C'est comme si, je crois RFI c'est la France, en France il y a une élection présidentielle, un candidat a perdu, et il passe à la télé, à la radio, tous les jours, il va mettre le chaos, il va mettre le feu, il arme les gens, il fait fabriquer des cocktails Molotov, et il veut tout détruire, et puis les autorités françaises sont là pour dire, ah là là, la démocratie, on ne doit même pas, ah il y a une ligne rouge. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que, est-ce que dans les démocraties qui sont les vôtres, parce que nous apprenons à de nouveau démocratie, c'est pour ça que la démocratie est difficile, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est tolérable? C'est vraiment des questions des fois que je m'interroge. Oui, c'est une radio africaine, mais le F ne dit pas le A. C'est pour ça que je voulais dire que des fois on s'interroge. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Mais, mesdames et messieurs, certains d'entre vous de la presse, non, ce n'est pas un dialogue que nous avons, mais je comprends votre question. Mais certains d'entre vous, j'ai le bonheur d'être ministre de l'Intérieur. Donc je peux savoir ce que certains d'entre vous font. Je peux le savoir si je le veux. Et j'en sais quand même un peu. Je peux dire qui parmi vous fréquente qui va voir qui, quand, à quelle heure. Je peux en savoir si je le souhaitais vraiment. Ce qui peut se dire de mon offre. Et ça, vous le savez. Si vous pensez que vous croyez que je ne le sais pas, ce serait naïf pour vous comme pour moi. Ce serait véritablement naïf. Parce que je vous vois comme vous les voyez également. Bon, à partir de ce moment-là, je vous disais que j'aime bien illustrer, mais ligne rouge, sur la ligne rouge, c'est, je ne sais pas c'est quoi la ligne rouge. Il n'y a pas de démocratie à l'africaine. Il y a la démocratie dans chaque pays, et la base de la démocratie dans les pays, elle est assise sur les fondements, sur la loi. C'est pour ça que l'exécution de la démocratie, même en Europe, elle n'est pas la même partout. Puisque dans les systèmes électoraux européens ne sont pas les mêmes. En Afrique, c'est pareil. La façon dont on vote en France n'est pas la même qu'on vote en Belgique, n'est pas la même qu'on vote en Allemagne, n'est pas la même qu'on vote, je ne sais pas où, en Afrique, en Afrique du Sud, en Namibie ou ailleurs. Il s'agit de la stricte application des lois et des règlements. S'il est écrit, et nous le savons tous, ou la plupart, parce que nous avons les permis de conduire, qu'on ne doit pas brûler le feu, qu'on ne doit pas tamponner quelqu'un, mais quelqu'un décide que lui brûle tous les feux, comme toutes les voitures. Ah tiens, la ligne rouge, c'est quand il va tamponner combien de voitures? 10, 15, 20? Qu'il va faire comme une mort? 10, 15, 20? Il faudra attendre. C'est pour ça que ce n'est pas une question de vide.
c'est une question d'application de la loi. Tous ceux qui se mettent en marge de la loi font en sorte que cette loi doit les rattraper. Elle doit s'appliquer à eux. Le seul fait de faire de la politique ne nous donne pas une immunité par rapport à ça. Parce que sinon, on devient un chef de gang. Vous posez la question sur les questions de sécurité. Vous savez, il y a deux options. Soit on maintient l'ordre, et nous allons maintenir l'ordre, soit nous rétablissons l'ordre également. Et pour rétablir l'ordre, il y a plusieurs moyens de rétablissement de l'ordre. Vous savez ça mieux que moi, puisque dans certains de nos pays, nous sommes souvent confrontés à cette affaire-là. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai vu un assaut donné dans un petit bunker où il y avait un monsieur seul. On a tiré 5000 balles. Ce n'était pas au Gabon. Et c'était en direct presque à la télévision. Donc, je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris qu'on s'interroge et qu'on me demande à moi, ministre de l'Intérieur, parce que la question c'est ça, pouvez-vous autoriser, dans le cadre de mes fonctions, que quelqu'un commette un crime ou un délit et que cela soit puni par la loi, que je ne fasse pas mon travail? Moi, je ferai toujours mon travail et je ferai la passe aux services compétents. Maintenant, la suite de ça, ça dépendra de ces services-là. Mais je peux vous dire que la ligne rouge, c'est la loi. Donc, ceux qui restent dans le cadre de la loi, ils restent dans le cadre de la loi. Ceux qui veulent sortir de la loi, ils s'exposent simplement aux dispositions que la loi précise. Et tout à l'heure, le ministre de la Communication disait quelque chose d'intéressant, comme beaucoup de choses qu'il dit d'ailleurs. C'est que le Gabon est un peu petit, grand par la superficie, petit par le nombre de ses habitants. En vérité, vous voyez, dans cette salle, je ne connais pas tout le monde, mais je suis sûr que si je prends les Gabonais qui sont ici au hasard, si on cherche, on va toujours trouver un lien, quelque chose qui nous réunit. Un frère, un parent, un cousin, un allié, nous allons trouver ça. On voit ça dans les mariages coutumiers. Ça veut dire que chacun de nous sait qui est qui. Chacun de nous sait qui va où. Chacun de nous sait qui a quoi. Chacun de nous sait qui se cache où, quand, comment. De temps en temps, il faut fermer les yeux. Pour dire, bon, faisons comme si nous ne savons pas que tel est à tel endroit ou à tel autre endroit. Ça, donc, lorsqu'il y a des menaces qui sont faites directement, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Nous qui sommes type principal des Bantous, nous savons dans nos coutumes et dans nos traditions que ces gens ont lors des deuils, qu'il y a des individus qui viennent mettre le désordre. Parce que vous avez perdu un parent, c'est là où quelqu'un vient tout d'un coup, il est votre oncle, ou votre tante qui vient vous dire que oui, entre frères et sœurs, il faut vous entretuer, et que. Et si on n'est pas vigilant, on peut effectivement continuer à s'entretuer, ou commencer à s'entretuer. Mais celui qui est venu mettre le feu là, entre-temps, où il est parti, ou alors à qui profite le crime? Ce sont des questions qui sont assez intéressantes. Moi, je vous le dis, le ministre de la Communication a parlé de diplomatie. En fait, il ne s'agit pas de diplomatie. Il s'agit de dire les choses d'une certaine manière pour que chacun de nous se comprenne. Et que toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire sachent que nous les connaissons. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit les autres nous-mêmes, disons ça comme ça. Nous nous connaissons tous un peu. Nous avons compris de quoi il s'agit également. Mais je crois que nous ne sommes pas là pour faire de la philosophie traditionnelle. Nous sommes là pour rassurer les Gabonais, de leur dire que les instructions du président de la République sont claires. Nous allons préserver l'intégrité du territoire. Nous allons maintenir par tous les moyens possibles, je dis bien par tous les moyens possibles, la paix, la cohésion sociale, que toutes les dispositions, je dis bien toutes les dispositions utiles, nécessaires, applicables, seront prises. Seront prises pour ceux-là qui pensent qu'ils peuvent outrepasser donc les lois de la République. Voilà, parce que chacun va se lever
accompagner son enfant à l'école, aller faire son jogging, marcher à la plage, vaquer librement à ses occupations. Et que la politique, en vérité, ne doit intéresser que les politiciens. Vous savez, le Gabon, c'est 1 800 000 habitants. La liste électorale, c'est 628 000 électeurs. Ceux qui ont voté, c'est presque 50% de ça. Donc les revendications qui sont faites au nom d'un peuple, c'est vrai que vous direz aussi que ça aussi c'est l'expression de la démocratie. Mais est-ce qu'elle prend en vérité les aspirations de tout un peuple? Le rôle du président de la République, sa responsabilité à lui, ce n'est pas simplement de s'occuper des 628 124 électeurs. C'est de s'occuper également de 1 200 000 électeurs, gabonais, pardon, qui ne sont pas sur les listes électorales, et dont la vie est importante, et qui ont besoin également de quiétude et de stabilité. Parce que ceux qui ne sont pas sur la liste électorale sont 2 fois plus nombreux que ceux qui sont sur la liste électorale. Mais il faut qu'on le comprenne et qu'on le sache. Et que ces Gabonais ont besoin de paix et de sérénité. Ils ont besoin de paix et de sérénité. En enlevant même de la liste électorale les 300 et quelques mille qui n'ont pas voté. Vous savez, il y a 1 500 000 Gabonais qui ont besoin de paix et de stabilité, pour lesquels nous avons le devoir de sécurité. Nous avons la responsabilité de maintenir chez eux la cohésion. Nous ne pouvons pas, au seul fait que nous sommes des hommes et des femmes politiques, penser que nous allons, je cherche le terme qui n'est pas trop violent, que nous allons mettre ces compatriotes-là sous une quelconque contrôle, disons ça comme ça. Parce que ceux-là aussi peuvent se lever et avoir un mot à dire. Et ceux-là également, ils nous regardent. Et nous avons la responsabilité, en tant qu'hommes et femmes politiques, de décider de l'avenir du pays. Parce que ceux-là, ils ont également besoin qu'on s'occupe d'eux. Et c'est le plus grand nombre. Et dans ce plus grand nombre, il y a des enfants, des gens de moins de 18 ans qui n'ont pas voté. Il y en a de plus de 18 ans qui n'ont pas voté, parce que vous serez surpris de savoir qu'il y a des Gabonais qui ne savent même pas qu'il y a une élection. Ça existe. Parce que si vous allez des fois dans des endroits, même à Libreville, il y en a qui vous disent, ah bon, il y a une élection, c'était qui les candidats? C'est une vérité. Ceux-là, on a besoin également de s'occuper d'eux. Et c'est la responsabilité de l'État. Donc, qui que ce soit qui veut se lever pour armer quelque autre personne, sache ce qui peut arriver. Vous parlez d'armes. Moi, j'ai suivi à la télévision il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui a voulu poignarder un policier. Je ne sais pas où ça se passait, je ne me souviens plus du pays ni du lieu, je ne sais pas comment l'affaire s'est terminée. Mais c'était un couteau, c'est une arme. Une arme, bien que nous ayons vu, le 31 décembre, nous avons vu des Kalachnikov. Hein. Nous avons eu des AK-47. Nous avons eu des uniformes. Le ministre de la Défense nationale ne l'a pas dit, mais on l'a vu à la télévision récemment. Quand même, c'est pas 10 uniformes, c'est des centaines d'uniformes. Je crois qu'il y en a 400 ou 500. Ce n'est pas des petits nombres. Et il n'y avait pas que des uniformes qui étaient usagés, il y avait des matériels neufs. Il y avait des casques d'infanterie dans les affaires qui ont été saisies. Ça existe. Nous ne sommes pas dans le fantasme, nous sommes dans la réalité. Et il n'y a pas que ça. Ça, c'est parce qu'on a voulu rendre visible. Il ne faut pas qu'on pense que nous sommes en train de raconter des choses. Je vous dis que tout ce que nous disons quand nous prenons la parole est documenté. Mais comme nous sommes toujours dans le dialogue, parce qu'en vérité nous sommes aussi des bantous, on discute de tout et on est toujours dans le consensus. C'est ça peut-être la spécificité de la mise en œuvre de notre démocratie à nous. Parce que notre démocratie à nous, elle tient aussi au consensus, à la discussion en général. Alors que dans d'autres pays, le consensus démocratique n'existe pas, mais c'est la stricte application de la loi. Vous voyez, c'est un peu comme si, à la fin des matchs de football, l'arbitre siffle la fin, et quelqu'un prend le ballon sur le terrain et il continue à tirer et mettre des buts, il dit, comptez mes buts. C'est exactement pareil. C'est-à-dire, quand tu finis, non, on a le ballon sur le terrain, il n'y a même plus d'adversaire. Et on continue à dire que non, comptons les buts. Mais quels sont ces buts qu'on met quand le match est terminé? C'est extraordinaire.
Donc voilà, je m'excuse, Madame le ministre d'État, d'avoir été un peu long, peut-être d'être sorti du cadre purement donc, de mes fonctions de ministre de l'Intérieur. Mais je voudrais vous assurer que pour le moment on n'a pas évoqué la question du couvre-feu. Je voudrais vous dire que les mesures concrètes ont été prises, celles de sécuriser les villes, de redoubler les contrôles, de mettre en place des checkpoints, de vérifier chacun pour que chacun se mette en sécurité, de renforcer le contrôle et la sécurité au niveau des commerces, donc les grands commerces par exemple. Il faut une force, faut la présence des forces, parce que ces gens-là, ils nous assistent, ils font des efforts, ce sont eux qui emploient des Gabonaises et des Gabonaises et des non-Gabonais qui ont décidé de s'installer au Gabon. Ils ne vont pas continuer à perdre leur stock comme ça a été déjà vu, donc nous avons le devoir de sécuriser ces gens-là, qui au sacrifice d'une vie, un investissement d'une vie, eux ils ont décidé d'investir, de créer des petits commerces. On a des petits commerces, des cordonniers, on a des vulcanisateurs, on a des petits commerces de quartier, des petites épiceries qui ont été cassées et brisées, des gens qui ont économisé toute leur vie. Et comme je le disais la dernière fois, qui ne sont pas nécessairement tous pro ou contre Ali Bongo, ou pro ou contre Jean Ping, mais qui sont des hommes et des femmes qui ont décidé que pour vivre, ils vont développer le commerce. On a la responsabilité de sécuriser ces gens-là. On a la responsabilité de sécuriser les hôpitaux, les écoles. On a la responsabilité de sécuriser également les locaux, les résidences, les chancelleries des pays amis qui sont ici installés au Gabon, parce qu'ils doivent se sentir également en sécurité. Donc il y a autant d'éléments qui sont mis en place et qui vont concourir à faire en sorte qu'il y ait la sérénité qui soit dans notre pays. Je vous remercie. Bien. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Donc il y aura bien le dialogue, il y a fait le dialogue. Et il y aura